Madame, Messieurs, bonsoir et bonjour. Nous sommes toujours ensemble pour quelques minutes d'échange, des pédagogies et surtout des conversions pour ceux qui sont dans le domaine et qui voudraient aller de l'avant. Nous sommes ensemble pour la 45 de Business and Market Télévision, la BMTV. On se retrouve juste après cette petite transition. De retour sur ce plateau, nous allons parler de nous. Quand on dit de nous, on va parler des problèmes qui rongent la population congolaise, répartis sur 2 345 409 km². Les problèmes qui sont liés à ce que tout le monde évoque tous les jours, c'est-à-dire le social. Le social s'est traduit par les soins médicaux, la qualité de transport, la qualité de l'aliment, la qualité de tout ce que vous avez devant vous, devant ou sous vos yeux tous les jours. C'est ce que nous appelons de manière tout à fait ramassée le social. Et le gouvernement congolais s'est engagé à mener des actions conséquentes pour que nous parvenions à connaître une amélioration par rapport à ces sociales ici en République démocratique du Congo. Et il y a des programmes qui ont été conclus avec certaines institutions internationales, dont le Fonds monétaire international. Et vous l'avez suivi tout récemment, le gouvernement congolais a raflé pratiquement près de 3 milliards de dollars américains. Qu'est-ce que cela veut dire pour notre économie? Qu'est-ce que cela aura comme incidence pour notre économie? Qu'est-ce que cela aura comme conséquence sur notre vécu quotidien? Nous allons le découvrir avec un expert. Moi, je n'ai pas cette qualité ou cet apanage de vouloir aborder cette question. Je ne peux que m'en remettre à un expert. Voilà pourquoi j'ai sur ce plateau Monsieur Nchoué Mokime Alexandre. Je vous dis bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant d'économie à l'Université protestante au Congo, UPC, mais dans plusieurs autres universités où vous êtes invité. Et vous êtes consultant dans plusieurs organisations internationales. Dites-nous d'abord d'entrée de jeu, qu'est-ce que ça signifie disposer ou avoir conclu un programme avec les FMI? Et au terme de ces programmes-là, vous avez 2 millions ou 2 milliards qui vous sont remis. Merci d'abord pour l'invitation qui m'a été lancée, car il serait important pour nous de pouvoir apporter quelques éléments d'éclaircissement sur certaines questions qui retiennent l'attention de nos frères et sœurs. Et donc, je vous remercie pour cela. Merci. Et je voudrais d'abord, d'entrée de jeu, vous donner une analyse, une réflexion que je fais moi-même dans le cadre de ce que j'appelle l'économie politique de la gouvernance en RDC. Très bien. Il est certes vrai qu'en travaillant avec le Fonds monétaire et les autres partenaires au développement, on est amené souvent à mettre en œuvre certaines réformes importantes pour améliorer la gouvernance macroéconomique et notre économie à mieux fonctionner. Mais ce qui est un peu décevant, je le dis en tant que nationaliste, c'est que je suis dérangé par le fait que nous-mêmes, Congolais, souvent, nous n'avons pas conscience des défis qui sont les nôtres, et pour prendre les mesures qui s'imposent pour bâtir une économie forte, garantir la stabilité macroéconomique et aider les pays à aller de l'avant, il nous faut être sous la loupe du Fonds monétaire ou des partenaires extérieurs. Ce n'est pas quelque chose de reluisant pour nous. Parce que j'estime que dans cette population congolaise, il y a beaucoup de personnes qui ont étudié à l'étranger, tout comme ici, et qui ont fait leurs preuves et qui ont des grandes connaissances en matière de gestion, de gouvernance macroéconomique. Mais pourquoi il nous faut être suivis comme des petits-enfants ou encadrés par des partenaires pour que nous fassions ce qu'on doit faire réellement pour l'intérêt du pays, alors que tous, nous chantons matin, midi, soir, que nous le faisons pour l'amour du Congo. Ça, c'est quelque chose qui devrait vraiment nous déranger. Alors, je dis ceci. Je suis d'accord que la RDC a besoin d'avoir une économie transformée, une économie qui produit plus, une économie qui dispose de plusieurs leviers de croissance. Mais pour qu'on arrive à cela, il faudrait effectivement faire des réformes pour créer un environnement meilleur à ce que nous avons aujourd'hui, pour attirer davantage de capitaux et mieux les utiliser pour créer plus de richesses, créer plus d'emplois et aider donc la population à vivre mieux. C'est ce qu'il faut faire. Et pour y parvenir, on a besoin de mobiliser des ressources, mais nous faisons peu d'efforts pour mobiliser les ressources internes et nous allons vers les appuis externes. Alors que les appuis externes aussi ont une contrepartie, c'est le coût en termes d'endettement. Okay. Donc du coup, il se pose une question. Oui, on reçoit aujourd'hui un appui de 3 milliards plus ou moins de la part du Fonds monétaire, c'est bien. Mais comment est-ce qu'on va gérer? Ça, c'est une deuxième question.
parce que c'est un élément qui va peser sur le pays. Si la gestion de ces ressources n'est pas bonne, c'est une dette qui va peser davantage sur le pays. Donc il y a quand même des réserves à émettre. Oui, on a besoin de ressources pour financer l'économie, mais il serait souhaitable qu'on puisse avoir aussi des sources saines de financement de l'économie. Et de l'intérieur, je suis persuadé, de par l'expérience que j'ai, que nous pouvons mobiliser même plus de 5 milliards de dollars au-delà du budget de l'État pour financer. Mais c'est juste que nous devons avoir beaucoup de discipline et faire preuve de beaucoup de sérieux dans notre système de collecte des recettes publiques. Alors, justement, pour embrayer dans le même sens que vous, lorsqu'il y a eu un point de presse conjoint entre le gouvernement congolais représenté par le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Boji Sangara, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, et entre autres, nous avons eu aussi le représentant résident du Fonds monétaire international qui a dit que son souhait, j'ai comme l'impression qu'eux-mêmes, ceux qui nous remettent de l'argent, nous disent comment on devrait dépenser cet argent-là. Il a dit que son souhait serait que l'argent soit investi dans des structures d'investissement et non pas dans le paiement des salaires et autres infrastructures qui, du reste, ne peut pas nous permettre de disposer d'un bel avenir. Qu'est-ce que vous pensez de ce que lui-même dit? Lui qui nous donne de l'argent, c'est vrai que ça ne vient pas de sa poche, mais de son institution. Mais est-ce qu'il a raison de le dire? Bon, mais vous comprenez que c'est une façon de remettre en cause plus ou moins certaines constantes qu'on observe dans notre façon de gérer l'économie, malheureusement. Parce que ce n'est pas la première fois que la RDC soit en programme avec le Fonds monétaire. Il y a eu des programmes qui ont été arrêtés à mi-chemin parce qu'on a fait preuve d'un certain comportement irresponsable. Je vous donne un exemple. À l'époque, c'est le Premier ministre Mouzito, je pense, qui était aux affaires. Il y a un programme qui s'est arrêté parce que la partie congolaise n'a pas eu à être transparente dans la gestion des contrats miniers. On a eu à brader des carrés miniers, c'est-à-dire qu'on a vendu nos carrés miniers à vil prix, alors qu'on aurait dû les vendre au prix du marché pour que le pays gagne. On a vendu à vil prix et les gens qui ont acheté ont revendu au prix du marché et ont gagné sur le dos de l'État. Comment est-ce que vous avez des problèmes d'argent, vous voulez qu'on vous aide et vous bradez vos avoirs et ensuite vous demandez de l'argent? C'est ça, en fait, le problème qu'on a eu à l'époque et le programme a été arrêté à cause de cela. Donc, tout ça montre que nous devons faire preuve de beaucoup de sérieux. Et si vous examinez en profondeur les finances publiques de la RDC, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'éléments qui font défaut. Quand vous regardez la qualité de la dépense, il y a beaucoup de choses qui dérangent. La manière de gouverner les finances publiques pose problème. Il y a beaucoup de choses qui dérangent. Et donc, si le représentant du Fonds monétaire a parlé ainsi, c'est qu'il est conscient que en RDC, on reçoit souvent des appuis, mais il y a des problèmes. Je donne encore un exemple. Vous avez appris qu'après la Covid-19 ici, les partenaires ont décidé d'accroître au pays en développement plus de droits de tirage. Et la RDC, si je ne me trompe pas, avait dans un droit de tirage qui se chiffrait à 1,5 milliard. On a eu à obtenir près de 700 millions de dollars pour financer le PDS 145 territoires. Mais est-ce qu'on a utilisé à bon escient ces sommes d'argent? C'est une question qu'il faut se poser. Parce que ceux qui sont dans le circuit vous diront qu'il y a eu également certaines sommes d'argent qui n'ont pas été utilisées de manière sérieuse et qui, jusqu'à ce jour, ne sont pas justifiées. Et il n'y a aucune sanction. C'est ça aussi le problème aussi qui me dérange. Il faut que les gens apprennent à respecter l'État. L'argent de l'État, c'est l'argent du peuple et on ne peut pas se donner ce plaisir, ce pouvoir de faire n'importe quoi avec et ensuite se taper le torse pour dire que non, voilà, j'ai fait ça au nom de non. C'est pas correct. Et c'est comme ça que vous voyez les partenaires, des fois, émettre des réserves ou encore ils vous accordent de l'argent, mais ils vous garantissent une sorte de tutelle comme si c'était des petits-enfants. Et vous voyez, ça, c'est un peu gênant. Mais justement, ce sont des programmes que l'on conclut sur base de mécanismes que eux, ces partenaires, mettent en place. Et si l'on parvient à conclure de programmes pour passer à d'autres programmes, c'est-à-dire que nous sommes en train de satisfaire aux besoins exprimés en plein exercice de ces programmes-là. C'est-à-dire que la RDC est un bon élève, voulais-je dire, pour nous qui sommes les communs des mortels, qui ne sommes pas économistes. Vous savez, j'ai participé à beaucoup de choses dans ce pays. Et l'atteinte du point d'achèvement au mois de juin 2010. Oui, j'ai participé à cela. À l'époque, j'étais collaborateur du Premier ministre Mouzito. Et au cabinet, je me rappelle, nous avons comme tête de cabinet adjoint le professeur Daniel Mukoko. Et on a travaillé avec lui sur ce dossier-là, avec beaucoup de gens, notamment C'était lui le directeur de cabinet. Adjoint, oui, en charge des questions économiques. Et donc, on a participé. Et si on est arrivé à relancer
la question, parce qu'on avait raté le point d'achèvement sous Gizenga, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait certaines exigences qui n'étaient pas satisfaites. Et on a essayé de mettre une certaine pression sur certains acteurs, notamment la Banque centrale, parce qu'il y a plusieurs critères du programme qui n'ont pas été respectés à cause d'un comportement débordant de certains acteurs au niveau de la Banque centrale. Mais au niveau aussi des finances publiques, il y avait des choses qui posaient problème. Et c'est à ce moment-là que Matata est arrivé comme ministre des Finances aussi. Et on a travaillé, je me rappelle même, on a eu des réunions, moi, professeur Moukoko et lui, dans son bureau, avec les DG de l'OFIDA, Carole Loutaladio, Mouepou et d'autres locadis à la DGI. À l'époque, déjà, on a discuté ces questions pour qu'on en soit là. Donc, c'est pour dire quoi, c'est que c'est parce qu'on ne respecte pas certaines choses qu'on ne nous considère pas. Et on nous impose des fois un dictat, même si c'est de manière indirecte ou voilée, mais c'est quand même un dictat. Et pourquoi est-ce que les pays de l'Occident ne sont pas sous ces programmes ici ? Il ne faudrait pas que l'on puisse trop se frapper, oui, ou tambouriner autour de cela, alors qu'en réalité, c'est comme si on était des élèves, alors que nous sommes des partenaires. Parce que la Banque mondiale, tout comme le Fonds monétaire, sont des institutions qui nous recoupent, nous tous les pays du monde. Et donc, à ces deux, nous avons des droits. Mais malheureusement, les modalités d'intervention dans les pays ne sont pas les mêmes. Certains sont pris comme partenaires et d'autres sont pris comme des petits élèves. Malheureusement, c'est ce qui dérange. Alors, il y a des pays africains qui ont fait des preuves en matière de gestion macroéconomique, de gouvernance, et qui aujourd'hui sont pris avec plus de considération lorsqu'il est question de discuter avec le Fonds monétaire ou la Banque mondiale sur certains programmes ou projets. Puisque j'ai la chance de vous avoir sur ces plateaux, vous êtes un chercheur, vous êtes un enseignant. Alors, je voudrais savoir, en Afrique, c'est vrai que ça existe, hein, on peut le dire comme ça de manière tout à fait simple. Il existe des pays qui travaillent sans... Est-ce qu'il y a des pays qui travaillent sans ces partenaires internationaux? Et comme vous êtes un scientifique, existe-t-il des pays qui ont réussi sans un seul rond de ces partenaires internationaux? D'abord, et comment font-ils? Alors, autrefois, j'ai eu un débat télévisé avec Babi Mbaye, ancien ministre du président Kabila Laurent. Ministre du Plan. Ministre du Plan. Et à la télévision... Père son âme, d'ailleurs. Oui, le débat portait sur le rôle du Fonds et de la Banque mondiale. Il a dit que le Fonds et la Banque mondiale n'ont jamais développé un seul pays. Et j'ai dit oui, c'est vrai, et c'est pas leur rôle de développer le pays. C'est à nous-mêmes. Ne voulons pas à un étranger d'aimer le Congo plus que les Congolais eux-mêmes. Si moi, Congolais, je n'aime pas mon pays, qu'est-ce que j'entends de l'étranger? Ils viennent nous appuyer. Mais pour qu'on vous appuie, il faut que vous-même, vous puissiez mettre en place des mécanismes qui vous orientent sur la bonne trajectoire. Mais si vous dérapez déjà vous-même et qu'on essaie de vous redresser, que vous refusez, c'est un problème. Et du coup, des fois, on vous accompagne dans vos erreurs, malheureusement. Parce que vous avez les droits de tirage, on vous accompagne. Alors, il faut noter que tous les pays qui se sont développés parce que ce sont leurs dignes fils qui ont eu à comprendre les enjeux de leur développement et qui ont poussé et qui ont attiré vers eux les énergies positives et contribué à l'avancement. La Chine est membre du Fonds monétaire. La Chine n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et la Chine a suivi aussi certaines orientations des études qui ont été menées par la Banque mondiale et le Fonds monétaire en matière de discipline dans la gestion de l'État. La Chine a une discipline dans la gestion des finances publiques terrible. Vous touchez à un rond, l'État, vous allez voir ce qui va vous arriver. Mais c'est comme ça qu'on... En Chine? Ben oui. Et il n'y a pas que la Chine, plusieurs pays de l'Asie. Ils ont mis en place des mécanismes de surveillance dans la gestion des finances publiques tels que les gens ont peur de jouer avec les deniers publics. Or, chez nous, ici, c'est pas qu'aujourd'hui, hein, parce que moi, je préfère être honnête. Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes croient que le mal n'est que actuel. Non. Il y a des mots aujourd'hui qui étaient hier aussi sous le président Joseph Kabila, sous le président Kabila Laurent et également sous le président Mobutu. C'est que les gens n'ont pas peur de l'État. Les gens prennent plaisir à mettre la main dans les deniers publics et faire ce que bon leur semble. On a des dépenses publiques de peu de qualité, ce qui fait que les impacts attendus sont très limités. Donc tout ça, ça dérange. Mais il faut qu'on arrête. Il faut qu'on prenne conscience que voilà, pendant longtemps, on a fauté et le pays n'a pas tiré parti de cela. Nous sommes dans une misère indescriptible. Changeons de cap et avançons. Si nous-mêmes, on met en place ce cadre-là, on commence à se comporter de manière digne. Les partenaires qui vont nous accompagner vont réellement nous accompagner dans nos efforts et vous allez voir que les élans de progrès seront meilleurs. Et mieux encore, nos rapports aussi vont changer. Moi, j'ai été choqué une fois. Tout récemment ici, je travaillais comme consultant à la Banque africaine de développement et on s'est retrouvé dans un forum où on discutait et j'ai fait une présentation, les gens ont applaudi, ont aimé. Mais quelqu'un m'a demandé, mais vous, Congolais, vous êtes intelligents ici, vous nous présentez beaucoup de bonnes idées, de bonnes réflexions, mais pourquoi vous ne faites pas ça chez vous? Vous voyez ce questionnement? Et ça montre justement que
On a des talents, mais on ne sait pas les mettre en valeur et ça nous déflate vis-à-vis de certains partenaires. Mais je peux vous rassurer qu'il y a des pays qui ont pu faire beaucoup de progrès sans être sous la tutelle ou sous la loupe du Fonds monétaire. Parce que justement, les décideurs et les gouvernants ont compris que le pays nous appartient et que nous avons une responsabilité vis-à-vis du peuple. Ben, ils agissent en fonction de cette responsabilité, et parce qu'ils prennent des bonnes décisions, les pays avancent. Et du coup, les bailleurs ont même l'intérêt à venir vers eux. Parce qu'en fait, en tant qu'institution financière, le fonds, la Banque mondiale, les autres partenaires ont besoin de décaisser leur argent. Mais s'ils ne décaissent pas, c'est aussi une contre-performance pour eux. Et du coup, quand vous avancez, ils cherchent à vous accompagner. Et là, vous êtes fort et vos discussions, vos rapports sont bons. Mais malheureusement, chez nous, c'est pas le cas. Et il y a beaucoup de ratés qu'on a fait ici, c'est que on envoie les gens discuter autour de la table, mais alors qu'ils n'ont pas qualité. Et des fois, il y a une certaine opacité. Je me rappelle encore, nous étions à la primature à l'époque, le Premier ministre n'était pas informé de ce qui se passait pour les contrats chinois. Il a appelé, en notre présence, le président de l'Assemblée nationale à l'époque, c'était toujours Vital Kamerhe, il n'était pas informé. Et il a renvoyé, non, pour cette question, demander aisément à tel. Mais ce sont des questions importantes. Comment le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ne sont pas informés des contrats chinois? Vous voyez, tout ça, c'est justement une gouvernance qui dérange. Il faut arrêter avec ce genre de choses. Quand quelqu'un est Premier ministre, il doit être Premier ministre, pas de façade, mais en tant que Premier ministre, être responsable vis-à-vis du Parlement par rapport aux engagements qu'on prend au nom de la nation. Mais quand ça se fait en dehors de lui, vous comprenez que ça fragilise. Donc ce sont ces comportements-là qui ont existé hier, qui malheureusement semblent encore exister aujourd'hui. Ils ont la peau dure. Oui, la peau dure. Alors, ce que vous le dites, selon vous, on va l'illustrer d'ailleurs par, comme je suis en train d'échanger avec vous, je crois que on va nous faire balancer l'expression, la communication que vous avez faite sur votre compte X. Vous mettez en exergue les vraies difficultés que nous rencontrons au quotidien. Les enfants qui prennent de l'eau difficilement, nos mamans qui n'arrivent pas à subvenir très facilement à leurs besoins et tout ça. Alors, vous aviez émis un souci, un souhait. Alors, selon vous, comment doit-on orienter ces fonds? Parce que déjà, que vous l'expliquez, ce n'est pas mauvais d'en avoir. La Chine est aussi soumise, je l'apprends ici sur ce plateau, à un certain nombre de directives qui interviennent en contact avec ces différents partenaires internationaux. Mais alors, comment nous devons, nous, Congolais, orienter ces fonds que nous avons? Est-ce nous allons toujours nous dire, ben voilà, nous avons, comment on appelle, des réserves qui sont pratiquement à près de 6 milliards, c'est une très bonne chose, mais est-ce qu'on doit se limiter à ça ou bien il faudrait que nous pensions comment bien orienter ces fonds? Je l'ai dit à plusieurs reprises et je ne cesse de le dire, nous devons changer fondamentalement de manière de gouverner notre économie. Au niveau macroéconomique, il y a beaucoup à faire. Au niveau des secteurs productifs, il y a beaucoup à faire. Et pour cela, il faut qu'il y ait justement une prise de conscience et il faudrait que nous, c'est-à-dire quand je parle de nous, l'élite, les décideurs, que l'on puisse changer de façon de faire et qu'on puisse vraiment impulser l'élan de progrès tant souhaité. Dans mon tweet dont vous faites allusion là, j'ai dit ceci, plus ou moins, j'ai dit que pour qu'on puisse se frotter les mains et dire que nous avons fait une forte croissance, que l'on a un budget en expansion, que l'on a conclu un programme avec le Fonds monétaire, que l'on a fait ça, il faudrait qu'on ait le courage de regarder nos frères et sœurs qui vivent dans le Congo profond et partout. Parce que j'ai eu la chance de visiter le pays. La situation du pays est catastrophique. Ce n'est pas ce qu'on voit à Kinshasa. Déjà, Kinshasa, c'est très préoccupant. Mais quand vous allez plus loin, c'est grave. Prenez juste la route qui relie Lubumbashi à Kolwezi. C'est là que chaque année, nous posons des milliards de dollars. Mais regardez les populations qui vivent le long de la route. Il y a des enfants qui sont roux. Est-ce que nous, les Bantous, nous sommes roux? Ils boivent de l'eau sale. Ça, ce sont des choses qu'il faut régler. Comment est-ce que la RDC, qui a 52% de sources d'eau douce du continent africain, ne sait pas garantir à sa population un accès à l'eau? Et beaucoup d'enfants meurent de maladies hydriques en RDC. C'est un paradoxe. Vous allez dans les parties profondes de l'ex-province de l'Équateur. J'ai été là-bas, des gens se promenaient avec des chaussettes en lieu pas des chaussures. Et quand de ne pas avoir de chaussures. des chaussures. Et on vous prend comme un évolué à cause de ça. Nous sommes au XXIe siècle. Non. Il y a des gens qui meurent de faim là où on a à manger. Il y a des enfants qui s'assiedent à même le sol alors que nous avons des arbres, on peut faire des bancs pour eux. Mais tout ça sont des paradoxes qui montrent que jusque-là, on n'a pas bien compris les enjeux du développement. Alors, donc, par rapport à votre question, je dis ceci.
Nous devons changer fondamentalement la manière de gouverner. Et on commencerait au niveau des finances publiques. Il y a beaucoup d'argent qui, jusqu'à aujourd'hui, échappe parce qu'il n'y a pas beaucoup de sérieux dans les mécanismes de suivi dans la collecte des recettes de l'État. Il y a certaines dispositions qu'il faut extirper parce qu'on donne des fois trop de pouvoir au ministre des Finances, au DG des régies financières et qui, malheureusement, utilisent ces pouvoirs-là pour gréver de manière peu correcte certains impôts, accorder des facilités fiscales qui ne sont pas justifiées. Mais ces DG-là, ils sont toujours primés comme étant des très bons managers, puisqu'ils atteignent les assignations au-delà de 100% des fois. Oui, mais c'est ça l'erreur, c'est que des fois, nous naviguons à vue sans beaucoup de conscience. Aujourd'hui, vous avez la capacité de mobiliser 1 milliard, mais les méthodes qu'on utilise pour élaborer le budget de l'entité que vous gérez ne sont pas bonnes. Et on prévoit, par exemple, que vous allez nous apporter 100 millions. Alors, si vous menez 200 millions par rapport à la prévision, vous avez fait le double. Oui. Mais le potentiel est de 1 milliard. Et la partie au-dessus, elle va où? C'est bien. Ce que vous dites là, c'est correct. Pourquoi? Parce que même le deuxième vice-président du Sénat l'a dit, que nous avons, pour ne pas le citer, le professeur enseignant, votre collègue enseignant d'université, Bati Lukwebo, a dit qu'il semble que certains managers arrivent à minorer les assignations pour que par après on dise, alors qu'ils ont la possibilité de faire plus que ça. Voilà. Mais qui décide? Mais c'est vous les économistes qui décident. Non, mais le Parlement, là j'attaque le Parlement. Il y a une commission Ecofin dans le Parlement. Oui, mais justement, mais ils ont tout récemment ici fait un travail sur la réduction des comptes. Ils nous ont révélé beaucoup de choses dangereuses. Mais quelles sont les mesures qu'ils ont eu à prendre? C'est ça le problème, parce que là, j'ai vu, ils viennent d'inviter le ministre Guissaro sur la question des infrastructures. Et le ministre Guissaro a dit que j'ai un problème de financement. Mais vous venez de faire la réduction des comptes et vous avez vous établi qu'il y avait des faiblesses dans les mécanismes de collecte et d'utilisation des ressources publiques. Mais qu'est-ce que vous avez pris comme mesure? Alors, on n'interpelle pas les ministres si vous êtes incapable d'assurer votre rôle, parce que c'est vous qui nous représentez. Ce sont les députés qui nous représentent, nous, le peuple. Oui. Mais vous constatez que notre argent n'a pas été utilisé à bon escient. Mais moi, j'attendais d'eux des mesures fortes contre ceux qui ont géré les finances publiques. Le ministre du budget et des finances doivent nous expliquer comment est-ce qu'on a fait tant de dépenses hors procédure et des dépenses à efficacité limitée, à peu d'impact. Ça, ce sont des questions. Et vous vous rappelez encore que Cessang a eu un problème avec Mbosso à l'époque sur cette question. Oui, ils ont eu des échanges assez inconvenants en son temps. Oui, mais c'était une question importante. Alors, pour ne pas rester dans la critique, moi, je propose au président Vital Kamerhe, s'il nous suit, ceci, qu'il puisse réorganiser l'Ecofin. Et qu'on mette en place un système où chaque 3 mois, l'Ecofin du Parlement, l'Assemblée, examine l'exécution du budget de l'État. Comment on a mobilisé, comment on a dépensé, est-ce que le plan de trésorerie qui a été exécuté est conforme au plan d'engagement budgétaire, s'il y a des écarts, pourquoi, qu'on suive à la lettre ces choses-là et que l'on prenne des sanctions. Au même moment aussi, je demande à Mme Soumina, notre première ministre, de faire de même, c'est-à-dire qu'au niveau de son équipe, à elle, à Primature aussi, qu'elle mette en place un dispositif pour qu'elle suive comment est-ce que le ministre du Budget, le ministre des Finances, gère les finances publiques. Comme ça, s'il y a des dérapages, à ce niveau-là, on peut déjà arrêter. Parce que chaque année, on laisse les gens gérer les finances publiques ensemble, et à la fin de l'année, quand on fait la réduction des comptes, on tombe dans des situations catastrophiques, et on n'y remédie pas, et on reprend le cycle. Mais comment voulez-vous prendre une nouvelle trajectoire si vous reprenez les mêmes choses? Il faut mettre en place des dispositifs. Ça, c'est par exemple ce que moi je suggère. Et là, si on met ça en place, et que chaque fois qu'on constate des erreurs et qu'il y a des sanctions, ça va corriger. Je propose au président Vital et à Madame la Première ministre, si on met en place ce dispositif et qu'eux suivent ça de près, nous, on va applaudir pour eux, parce que c'est que nous voulons. Nous voudrions justement qu'on ait un mode de gestion autre et meilleur des finances publiques. Parce que jusque-là, il y a trop de fantômes. Vous êtes Congolais, vous savez beaucoup de choses. Justement, votre proposition, elle prend encore, parce que dernièrement, j'ai suivi les débats au niveau de la Chambre du Parlement. Il y a un des sénateurs qui a proposé aussi qu'il y ait des évaluations trimestrielles comme ça. Oui. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a le président de l'Ecofin, c'est le député national Guy Mofutaka Bongo. Et au niveau du Sénat, je crois que c'est Célestin Vunabandi. Ils doivent effectivement mettre en place des mécanismes. Et il faut suivre et il faut sanctionner. Il faut attaquer les vrais problèmes. Vous savez, des fois, dans notre pays, on nous amène plusieurs termes là, budget, programme, tout ça. Mais non. En fait, en réalité, actuellement, là, c'est pas vraiment le problème de budget, programme. Nous, le problème, c'est d'abord un problème d'orthodoxie, de discipline et de rationalité dans nos choix.
Parce que même avec... Est-ce que ce n'est pas ce que l'ancien Premier ministre, d'ailleurs, avec lesquels vous avez travaillé, Matata Ponyo, appelait un leadership, un nouveau leadership, ou un leadership... leadership... Pas un peu dans ce sens-là? Bon, ça c'est son point de vue... parce qu'il y adjoint aussi l'orthodoxie, il y adjoint la rigueur, ainsi de suite. Bon, la rigueur, ça va de soi. Mais le problème, c'est qu'il y a des choses qui se font depuis des années. Eux ont eu à gérer. Ils auraient dû directement attaquer si c'est un problème. Parce que vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, par exemple, vous êtes directeur d'une structure de l'État. Le budget de l'État prévoit pour vous, je donne un exemple, $1 million pour mettre en place la politique sectorielle. Mais quand vous allez au niveau de la chaîne demander l'argent qui vous revient de droit pour faire la politique du secteur que vous gérez, on vous exige des commissions par ceux qui sont dans la chaîne de la dépense. Et tout le monde le sait, mais on ne fait rien. Au lieu de vous donner 1 million, on vous donne 600 000 pour faire un travail de 1 million. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez bricoler, saupoudrer et on n'aura pas les résultats. Mais qu'ils prennent le courage d'attaquer ce genre de choses. Si on n'arrête pas ça, même si on passe à un budget programme, on n'aura pas les résultats. Alors, dites-nous, Monsieur Choué, on voudrait un peu comprendre aussi, c'est vrai, on organise ou on arrive à engager beaucoup d'argent, mais je me rappelle même en son temps, il y avait un point de presse du ministre, l'actuel ministre de l'économie, le professeur Moukoko Samba, il affirmait que lorsque nous produisons de l'argent, pratiquement c'était, je crois, 70% en son temps, qui va dans la paie des agents et fonctionnaires de l'État, mais aussi les frais de fonctionnement des structures étatiques. Mais comment remédier à cette situation-là? Parce que bon, peut-être que l'État pense donner du travail à telle ou telle autre personne, ça l'aidera à supporter moins les charges vitales, mais en même temps, c'est une charge de plus pour l'État. On voudrait que, bon, l'on investisse, que cela aille dans l'investissement, parce que nous n'avions en son temps là que 30% qui intervenaient dans l'investissement. C'est très peu par rapport à la moyenne au niveau de l'Afrique. Je dis ceci, si vous comparez les rémunérations que l'on donne à nos fonctionnaires en RDC, nos policiers, nos militaires, à ce que d'autres pays africains donnent, nous sommes parmi les derniers. Ça va? On sous-paye ces gens qui travaillent pour l'État. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont nombreux? Non, parce que ce n'est pas suffisant par rapport au coût de la vie. Mais l'effort serait d'abord de voir aussi comment améliorer leur rémunération après que l'on ait pris des mesures sérieuses pour accroître les recettes de l'État. Je pèse mes mots. Je vous dis, voilà, je vous donne un exemple. Excusez-moi, j'aime pas trop citer les noms des gens, mais j'aime quand même apporter du bien. C'est bien oui, pour la pédagogie. Lorsque nous étions à la primature, à l'époque, toujours du Premier ministre Mouzito, il y a eu un débat sur le budget de l'État. L'actuel ministre du portefeuille, le ministre Boussa, était député. Il a fait une très belle réflexion. Il a attaqué une ligne budgétaire. Il a dit que non, voilà, je ne suis pas d'accord avec le budget de l'État sur ce chapitre. Pourquoi? Parce que les méthodes utilisées pour prévoir les recettes de la vente de nos passeports ou visas n'étaient pas correctes. Et il y avait raison. C'est-à-dire qu'on a mis un chiffre dans le budget de l'État à l'époque, mais qui n'avait rien à voir avec le niveau réel des recettes. Qu'est-ce que lui, il a fait? Il a pris le nombre moyen de vols internationaux dans le pays. Il a pris le nombre moyen d'étrangers qui venaient chez nous. Et il a pris le prix moyen. Et lorsqu'il a multiplié juste, le montant qu'il a obtenu était de 300 fois supérieur à ce qui était dans le budget de l'État. Donc il y a beaucoup d'argent qui échappe à l'État parce que justement nous qui sommes censés suivre, corriger et surveiller, on ne fait pas le travail. Donc il y a beaucoup d'argent. Et alors si on arrivait aujourd'hui à fermer tous ces trous, je vous dis qu'on peut avoir un budget de 40-50 milliards dans ce pays. C'est possible. C'est possible. Le coulage, si on arrive à y mettre un terme. Oui, et là encore, je peux vous donner un exemple. Là, vous dites le Premier ministre Matata, ministre des Finances, nous sommes allés à une réunion de suivi des recettes. Et c'était le DG Locadi qui faisait son rapport. Et, DG de la DGI. Oui, et il disait au ministre des Finances Matata à l'époque que voilà, on devait faire telle assignation, mais on n'a pas atteint. Matata dit, mais vous êtes le DG, pourquoi? Et il dit qu'il y a des sujets libanais qui ne voulaient pas payer les impôts et il y avait des interférences de la part de certains généraux de notre pays. Et sur place, le ministre des Finances a appelé et le monsieur a payé. Mais vous imaginez, il y a des gens qui sortaient des 40 millions de dollars de leur maison, des milliards de francs de leur maison. Donc il y a de l'argent dans les maisons des gens et les gens refusent de payer les impôts parce que nous, qui sommes au niveau de l'État, nous sommes complices. Il y a donc des réseaux mafieux qui font que la gestion des finances publiques pose problème en RDC. Il y a beaucoup à dire, mais bon, comme le temps nous presse, vous avez parlé de la question des réserves. Mais les réserves, on les constitue pour avoir la possibilité d'intervenir sur le marché de change. On a parlé de 3-4 milliards de dollars, montant assez important par rapport à l'absorption sur le marché. On générait même 6 milliards. Oui, déjà à l'époque, mais en 2022-2023, si vous avez vu comment est-ce que le taux s'est déprécié rapidement. Il y a eu une forte contre-performance. Et vous dites ça à la population, mais la population se dit, mais on se moque de moi.
Vous me dites que nous avons des milliards comme réserve et l'association, non. Donc parce que partout, elle crie dollar. Mais oui, oui, justement, ça montre qu'il y a un problème de gouvernance qui pose problème. Il faut justement collecter et faire un effort pour être sur le marché. Mais là encore, la question a beaucoup de ramifications. J'ai parlé il y a quelques semaines et mois passés ici d'essayer de faire des réformes dans le secteur monétaire. Certaines personnes qui ne comprennent pas ce que je dis ont eu à vouloir spéculer sans savoir. Oui, non, mais regardez, vous voyagez, non? Nous voyageons, nous allons ici au Congo-Brazzaville, même pour changer $100 sur la rue comme ça, c'est pas facile. Il faut aller dans ce qu'on appelle Forex. Voilà, et quand vous allez là-bas, vous avez votre pièce d'identité. On sait établir que vous allez à Addis Abeba, c'est la même chose dans plusieurs pays africains. Je ne parle pas des pays d'Occident africains, mais ici, en RDC, quelqu'un peut sortir avec 100 milliards de francs congolais, faire des opérations de change et la Banque centrale. On sait où ça se fait. L'avenue, elle est connue, tout le monde connaît l'avenue. Alors pourquoi nous, on ne fait pas un effort pour mettre de l'ordre comme les autres le font? Parce que la Banque centrale, pour mener à bien la politique monétaire, doit maîtriser la masse monétaire. Mais la Banque centrale agrée quelques maisons d'échange, non? Non, c'est pas question de quelques. C'est tout le système qui doit être contrôlé. Et si on a ça, on sait qui a fait les opérations, à quel moment et à quelle hauteur, et on sait facilement voir. Et avec ça, on peut obtenir même certaines informations qui pourraient aider, par exemple, la cellule nationale de renseignement financier, CNRF, à faire son travail. Comment allez-vous traquer les gens qui procèdent au blanchiment des capitaux ici, si vous n'avez pas l'information financière requise? Comment allez-vous suivre certaines choses si vous n'avez pas la maîtrise de la masse monétaire? Donc, c'est ça le problème. Il y a des réformes à faire, mais il faut du courage pour le faire. Parce que derrière ça, il y a des réseaux d'intérêt, malheureusement. Mais qui doit taper? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui tape, il faut qu'il y ait quelqu'un qui arrête cette hémorragie que nous parvenions. Mais qui doit le faire? Parce que vous évoquez cette gouvernance, il faut que ça vienne de quelque part. Mais est-ce que ces réseaux-là, puisque vous le citez, est-ce que ces réseaux-là ne connaissent pas ce que vous êtes en train de dire? Parce qu'ils les connaissent, c'est la raison pour laquelle peut-être ces réseaux entretiennent mieux ceux qui sont censés prendre ces mesures, pour que ces mesures n'interviennent jamais. L'amour du pays, c'est ça la réponse. Il faut aimer le pays. Vous n'avez pas demandé à Lumumba de ressusciter une nouvelle fois. D'ailleurs, lui qui vient de voir sa dent être emportée il n'y a pas longtemps ici. Non, mais en fait, vous voyez, une fois quelqu'un m'a posé cette question, comment se fait-il que quand Étienne Tshisekedi était nommé Premier ministre, on voyait... Oui, mais en fait, c'est parce que certaines personnes qui étaient derrière cette spéculation se disaient que quand ce monsieur va arriver, il va frapper. Raison pour laquelle eux-mêmes se mettaient déjà ou pas. J'ai encore suivi le ministre honoraire Lambert Mende. Tout récemment ici, il a parlé de plusieurs personnalités politiques et il a parlé d'Étienne Tshisekedi comme étant un homme rigoureux. Et on a besoin de cette rigueur-là pour aider le pays. On ne peut pas vouloir guérir d'une maladie et ne pas prendre des médicaments. Vous êtes malade, vous voulez guérir, il faut prendre les médicaments. Même si c'est amer, il faut prendre. Si on ne prend pas de telles pilules, on va lancer tous les slogans du monde, les intentions, on va les présenter, mais il n'y aura rien. Malheureusement, c'est ça. Nous sommes en train d'arriver au terme de cette émission. Je voudrais vous poser une question. Comme vous êtes un scientifique, j'aime bien avoir les scientifiques sur le plateau. Un petit exemple que je vous pose. C'est-à-dire, quand vous évoquez la rigueur, vous évoquez que vous, Monsieur Choué, vous devez vivre, par exemple, de votre salaire. Vous vivez de vos consultances. Vous n'avez pas de pot de vin. Mais ne voyez-vous pas qu'au sein de l'opinion, nous avons classé des paramètres qui nous mettent en porte-à-faux par rapport à ce qu'on appelle la rationalité? Admettons que je sois ministre et que je vive de mon salaire. J'ai été ministre pendant 2 ans. Ça signifie que, en principe, au regard de mon salaire et toutes les charges que j'ai, au terme de mon mandat, je ne peux pas prétendre disposer de 10 ou 15 villas. Lorsque je vis de mon salaire, que je quitte ces postes-là, c'est le même peuple qui vous dit « Ah ben voilà, M. Mokime a été ministre, mais regardez la maison qu'il a. » Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème au niveau de notre conception, au niveau même de notre mental, pour que nous arrivions à changer les choses? Est-ce que les fonctions de ministre sont là pour faire enrichir les gens? Ça, c'est une question. Dans l'opinion, c'est comme ça que ça passe. C'est pour ça que plusieurs ministres peuvent être faits plutôt. Mais justement, c'est la mauvaise orientation. Et du coup, quand on a cette façon de réfléchir, c'est qu'on n'est plus là pour servir le peuple, mais on se sert du peuple pour s'enrichir. Or, c'est différent en Occident. Il y a des grands hommes qui ont été ministres et premiers ministres dans leur pays. Tony Blair. Mais c'est le même système. Mais il est où Tony Blair aujourd'hui? C'est un grand monsieur dans le monde parce qu'il utilise son intelligence. Il a un grand cabinet. Mais c'est ce qu'il faut. Vous avez été ministre de l'économie, ministre des Finances. Mais quand vous quittez, mais utilisez votre expertise pour encadrer les gens, vendre vos services, votre expertise pour que... Mais c'est ça en fait. Mais si vous ne faites pas, c'est que vous vivez sur la loi du moindre effort, malheureusement. Et vous comprenez que c'est ce qui nous amène justement à des comportements débordants. C'est ce qui dérange. Donc, vraiment, il y a besoin d'une rupture fondamentale. Et je demanderai au président de la République de frapper fort, que la Première ministre fasse de même, que les structures qui contrôlent le Parlement
fassent leur travail. Il ne faut pas que le Parlement soit là pour caresser les gens. Quand ça ne va pas, frapper. Et s'il y a un problème, que la justice puisse régler. C'est comme ça qu'on va changer. Si on ne fait pas ça, toutes les promesses ne sont même pas écoutées. Très bien. Voilà, une dernière communication, parce que vous avez tellement de consultants, tellement de rendez-vous. Alors avant que nous vous lâchions, vous l'avez peut-être dit, hein, vous avez glissé quelques mots par rapport à la volonté que vous voulez, qu'elle soit exécutée telle qu'elle. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux 3 milliards que nous venons d'avoir? Vous l'avez dit dans l'émission, je voudrais que vous le répétiez de manière sommaire, en résumé. Comment doit être affecté cet argent? Pour moi, nous avons des défis pour libérer le potentiel de croissance et de développement de cette économie. Et parmi les éléments qui bloquent, c'est l'accès à l'énergie. Ce sont les routes, bref, ce sont les infrastructures qui dérangent. Et donc, il faudrait que l'on puisse accorder une place suffisante aux investissements publics et les faire de manière sérieuse. Et quand je dis de manière sérieuse, ce n'est pas seulement le montant. C'est-à-dire que je regarde le montant et l'efficacité avec laquelle on dépense l'argent. Parce qu'il arrive des fois, vous faites une route aujourd'hui ici, 6 mois après, on refait la même route. Et pourtant, ce sont des opérations qui demandent beaucoup d'argent. Alors, le sérieux serait justement de faire quoi? Parce que ça nous coûte cher. Alors, faisons-le une fois, mais faisons-le bien pour qu'on puisse parler de ça peut-être 10 ans, 15 ans après. Mais si c'est après chaque 2-3 mois, mais qu'est-ce qu'on fait? On joue. Sur place. On est en train de faire un ping-pong inutile. Et c'est ça le problème. Donc, il faut avoir une bonne affectation des ressources. Il faut des dépenses efficaces. Il faut un suivi et des sanctions pour que les gens aient peur de l'État. Malheureusement, les gens n'ont pas peur de l'État. C'est ce qui fait que les gens volent et ils se mettent à donner des leçons aux gens après qu'ils aient volé. Oui. Oui, parce que dans l'imaginaire, quand quelque chose n'a pas de valeur, on dit c'est à l'État. Ils aillent à l'État, comme on dit à Lingala. Voilà. À l'État. Mais c'est justement une mauvaise orientation mentale. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Alexandre Choué-Mokime. Il est enseignant d'économie à l'Université protestante au Congo UPC et dans plusieurs autres universités. Il était invité. Il est consultant dans plusieurs organisations internationales. Nous avons eu le plaisir de l'avoir pour la première fois. On aura le plaisir de le revoir plusieurs fois pour nous expliquer les faits économiques qui minent la République démocratique du Congo. Merci d'avoir été au rendez-vous avec nous sur BM Télévision, Business and Market Télévision. On se retrouve très prochainement, toujours sous d'autres dimensions, pour la 45 des BM TV et autres émissions que nous vous proposons. Au revoir.